Le dîner du 62e anniversaire de ma mère était censé être une fête. 18 personnes autour d'une longue table dans son restaurant italien préféré. Celui avec les nappes blanches et les bougies qu'elle aimait. Ma sœur Rachel avait choisi l'endroit. Mon frère Kevin avait conduit maman là-bas. J'avais payé. J'avais tout payé. Les tapas à $340, le gâteau à $60, les fleurs sur la table. J'avais envoyé un Venmo au restaurant 2 jours avant et leur avais demandé de mettre le tout sur une seule carte. Ma carte. Mais personne ne connaissait cette partie. Et c'était justement le problème. J'y suis arrivé un peu après 18 heures. Maman était déjà assise en bout de table, riant d'une remarque de Rachel. Toute la famille était là. Les tantes, les cousins, les mamans, les 2 amis les plus proches. Tout le monde était bien habillé. Tout le monde avait l'air heureux. Je me suis glissé dans la chaise vide au bout de la table, à côté de Kevin. Et j'ai souri. Pendant une quarantaine de minutes, tout allait bien. Puis maman s'est levée pour dire quelque chose. Elle fait ça, elle se lève au milieu du repas, tape sur un verre, demande l'attention de tout le monde. C'est son truc. Elle l'a fait toute ma vie. Je veux juste dire merci, dit-elle en levant son verre de vin. À mes magnifiques enfants. Rachel se marie l'année prochaine. Kevin vient d'être promu. Elle a fait une pause, m'a regardé et a souri, le genre de sourire qui n'en est pas vraiment un. Et puis il y a Nadia. Notre famille l'a mangé. La table a éclaté. Pas des rires polis. De vrais rires. Le genre qui remplit une pièce. Rachel se couvre la bouche, les épaules tremblantes. Kevin sourit dans son verre d'eau. Ma tante Linda a tapé sur la table. Carole, l'amie de maman, a dit « Oh mon Dieu, c'est tellement vrai », et tout le monde a ri encore plus fort. J'y suis restée assise sans bouger. Maman n'avait pas fini. Chaque fois que quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est Nadia qui paie. Besoin d'un nouveau réfrigérateur? Appelez Nadia. La voiture est en panne. Nadia s'en occupe. C'est pratiquement son travail à ce stade. Encore des rires. Maman a haussé les épaules comme si elle était charmante. Comme si c'était drôle. Comme si c'était un compliment. J'ai souri. Je n'ai rien dit. J'ai pris ma fourchette et j'ai continué à manger. J'ai pris une décision. Pas tout de suite. Pas à ce moment-là. La décision se préparait depuis des mois. Peut-être plus longtemps. Mais assise là, à regarder ma mère se servir de moi comme d'une punchline devant 18 personnes, à voir personne me défendre, à voir la femme que j'avais mis 4 ans à maintenir financièrement en état de flottement rire du fait qu'elle l'avait fait, quelque chose en moi est devenu très silencieux. Pas en colère. Pas bruyant. C'est comme un interrupteur qui s'éteint. J'ai fini mon dîner. Je suis restée jusqu'au dessert. J'ai dit bon anniversaire à ma mère. Je l'ai serrée dans mes bras et je suis partie à 20h15. Je suis rentrée chez moi en silence. Ce soir-là, à 21h47, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connectée à tous mes comptes et j'ai commencé. Il faut que je te reprenne, parce que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'était 4 ans avant que cela ne se produise. Mon père est mort en février 2020. Crise cardiaque. Il avait 63 ans. C'était rapide. Un matin, il allait bien, l'après-midi, il n'était plus là. Maman m'a appelé de l'hôpital, j'y suis allée et je me suis assis avec elle sur une chaise en plastique blanc, sans que nous parlions beaucoup. C'est ainsi que fonctionne parfois le deuil. On n'a pas de mots. On reste assis. C'est papa qui gérait les finances. Non pas parce que maman n'en était pas capable, elle n'est pas inintelligente. Mais parce qu'il l'avait toujours fait. Il payait les factures. Il s'occupait de l'hypothèque. Il notait tout dans un petit carnet qu'il rangeait dans le tiroir de la cuisine. À sa mort, ce carnet était la seule trace que l'on avait. 2 semaines plus tard, maman m'a appelé, paniquée. Nadia, je ne sais pas ce qui est dû et quand. Je ne connais pas les mots de passe. Je n'arrive pas à comprendre tout ça. J'avais 29 ans. Je venais de terminer mon master en finance. Je travaillais comme analyste junior dans une entreprise du centre-ville et je gagnais $72 000 par an. Ce n'était pas beaucoup. Mais je connaissais les chiffres. Je savais comment organiser les choses. C'était ma mère, elle était en deuil et je l'aimais. J'ai donc accepté.
Juste pour quelques mois, lui ai-je dit. Jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. C'était il y a 4 ans. Les premiers mois, c'était logique. Maman était dévastée. Certains jours, elle pouvait à peine sortir du lit. Quelqu'un devait s'assurer que l'hypothèque était payée, que la facture d'électricité n'était pas coupée, que les courses étaient faites. J'ai mis en place des paiements automatiques. J'ai relié ses comptes aux miens. J'ai créé une feuille de calcul, parce que bien sûr je l'ai fait, et j'ai suivi chaque dollar qui sortait. Voici à quoi ressemblait cette feuille de calcul au cours des premiers mois. L'hypothèque de maman, 1450 $ par mois. Services publics, électricité, gaz, au combiné, 520 $. Les produits d'épicerie et les articles ménagers, 480 $. L'assurance automobile et le paiement de la voiture de maman, 390 $. Internet et le câble, 160 $. Les paiements minimaux de la carte de crédit de maman, 750 $. Cela fait 3750 $ par mois. Il y a eu des urgences, et il y en a toujours eu. Le chauffe-eau s'est cassé en mars. 1 $. 2 cents. Le réfrigérateur a cessé de fonctionner en mai. 9 cents $ pour le remplacer. La voiture de Kevin avait besoin de nouveaux freins en juin, et d'une manière ou d'une autre, c'est devenu mon problème aussi parce qu'il vivait chez maman et utilisait sa voiture la moitié du temps de toute façon. 340. À la fin de la première année, j'avais dépensé 51 000 $ pour le ménage de ma mère. 51,000. En 12 mois, avec un salaire qui venait tout juste d'être porté à 78 000 $, je vivais dans un studio. Je mangeais des ramen 3 soirs par semaine. Je ne sortais pas. Je n'achetais pas de nouveaux vêtements. Je n'avais pas pris de vacances depuis plus d'1 an. À chaque paie, après les impôts, je regardais les chiffres. Je faisais le calcul et je transférais ce qui devait l'être. Et je me disais que c'était temporaire. Je me suis dit que maman s'en sortirait. Je me suis dit que c'est ce que fait la famille. Mais maman ne s'en est pas rendu compte. Parce qu'elle n'en avait pas besoin. C'est moi qui m'en occupais. Dès la 2e année, le schéma était figé. Maman ne demandait plus le prix des choses. Elle dépensait, tout simplement. Les courses venaient maintenant du magasin le plus cher. Celui où l'on trouve tout ce qui est bio et les fromages de luxe. La facture d'électricité augmentait parce qu'elle gardait le chauffage à 74 degrés en hiver et la climatisation à fond en été. Rachel a déménagé pendant 6 mois d'un appartement à l'autre. Et maman a ajouté sa facture de téléphone à la pile sans me demander mon avis. 85 $ par mois, a-t-elle ajouté en silence. Puis il y a eu les fiançailles de Rachel. Rachel s'est fiancée au printemps de ma 3e année à payer la vie de maman. Son fiancé, Marcus, est un bon gars. Mais la fête de fiançailles? C'était tout maman. Maman avait des opinions sur ce à quoi elle devait ressembler. Nous devons louer le jardin de Rosewood, m'a dit maman au téléphone un soir d'avril. C'est seulement 2800 $. 2,8 cents. Je n'ai rien dit. J'ai juste transféré l'argent. La robe que maman a achetée pour la fête. 640 $. Les fleurs. 380 $. Les invitations. Papier actuel. Calligraphe. Envoyé par la poste. 220 $. Tout cela venait de moi. Rachel ne le savait pas, Kevin ne savait pas, maman a juste appelé, m'a dit le montant, et je l'ai payé. À chaque fois. Kevin n'était pas innocent non plus, mais c'était un plus petit drain. Il vivait chez maman, mangeait la nourriture de maman, utilisait l'argent de l'essence de maman. Il demandait parfois de l'argent. Juste pour passer la semaine. Maman m'appelait et me disait, Kevin a besoin de 200 $, tu peux les virer? Et je le faisais. Parce que qu'est-ce que j'étais censée faire d'autre? Dire non à mon frère pendant que ma mère me culpabilise en silence à l'autre bout du fil. J'ai mis à jour la feuille de calcul. Chaque mois. À la fin de la 3e année, il s'élevait à 163 000 $. Et pendant tout ce temps, personne dans ma famille ne m'a demandé une seule fois comment j'allais. Pas une seule fois ma mère ne m'a dit, Nadia, c'est beaucoup. Tu vas bien? Pas une seule fois Rachel n'a dit, maman dit que tu as couvert des choses. C'est beaucoup d'argent.
Pas une seule fois Kevin ne m'a regardé et n'a dit merci. La seule fois où j'ai failli en parler, c'est une fois, il y a environ 2 ans. Maman et moi étions au téléphone et j'ai dit avec désinvolture, maman, as-tu pensé à contribuer un peu plus au ménage? Peut-être prendre en charge une partie des frais d'épicerie? Il y a eu une pause. Nadia, dit-elle. Je suis veuve. Je n'ai pas de revenus. Vous le savez. Elle avait des revenus. La pension de papa lui rapportait 2400 $ par mois. Elle avait aussi 40 000 $ d'économies qu'elle avait depuis plus d'1 an et qu'elle n'avait jamais touché. Je n'en ai pas reparlé. Voici ce que personne dans ma famille ne savait. J'ai été promue. 2 fois. La première promotion a eu lieu à la fin de la première année, au moment où j'étais en train de tout payer. Analyste principal. Mon salaire est passé à 108 000 $. Je ne l'ai pas dit à maman. Je ne l'ai dit à personne. Pas parce que j'avais honte. Parce que je savais exactement ce qui se passerait si je le faisais. Les demandes allaient se multiplier. Les urgences augmenteraient. Les attentes doubleraient. J'avais déjà vu cela se produire. À eu début, j'ai mentionné avec désinvolture que j'avais reçu une petite prime au travail. Au bout d'une semaine, maman m'a appelé pour me demander de l'aider à réparer le sol de la cuisine pour un montant de 3 000 $. La prime s'élevait à 2400 $. Elle ne le savait pas. Elle s'en fichait. J'ai donc gardé le silence. Quand maman m'a demandé ce que je faisais au travail, j'ai répondu, je travaille dans la finance. Elle acquiesçait et changeait de sujet. Elle ne m'a jamais demandé combien je gagnais. Elle n'a jamais demandé en quoi consistait réellement mon travail. Rachel n'a jamais demandé non plus. Kevin ne l'a certainement pas fait. Lors des repas de famille, les conversations sur ma vie duraient environ 12 secondes avant que quelqu'un ne change de sujet pour parler du dernier petit ami de Rachel, du nouvel appartement de Kevin ou de quelque chose que maman devait faire réparer. Avec le temps, j'ai appris à ne plus en parler. Il était plus facile de disparaître à l'arrière-plan que d'être ignoré au premier plan. Et la deuxième promotion est arrivée 18 mois plus tard. Directeur de l'analyse financière. Mon salaire est passé à 145 000 $. Mon appartement est resté le même, une petite chambre à coucher dans un quartier calme de la ville. Je conduisais une Honda Civic 2019 avec 67 000 miles. Je portais au travail les mêmes vêtements que ceux que j'avais portés pendant des années. Pour quiconque y prêtait attention, j'avais l'air de quelqu'un qui s'en sortait à peine. Personne n'y prêtait attention. J'avais aussi des économies. Pas une fortune. Pas après 4 années de saignée d'argent dans le ménage de ma mère, mais suffisamment. Un compte de retraite que j'avais tranquillement constitué depuis le milieu de la vingtaine. Un petit portefeuille d'investissement. Rien de tape à Alexandra Vleuil. Juste des contributions régulières que j'ai réussi à maintenir même pendant les pires mois où j'ai dû payer pour la vie de ma mère. Un fonds d'urgence que j'ai reconstitué 3 fois parce que les urgences de ma mère ne cessaient de le vider. Je ne me débattais pas. Mais je ne vivais pas non plus. Il y a une différence et je la ressentais chaque jour. J'étais donc là, au dîner d'anniversaire de ma mère, à l'écouter m'appeler le guichet automatique familial devant 18 personnes. Et je me suis dit qu'elle avait raison. Je suis le distributeur de billets de la famille. Mais les distributeurs peuvent être fermés. Je n'ai pas fait de scène. Je ne me suis pas levée et n'ai pas dit, en fait, maman, tu veux parler de ce que j'ai payé? Je n'ai pas fait remarquer qu'elle n'avait pas payé le dîner dans lequel nous étions assis. Je n'ai pas dit un seul mot. J'avais passé 4 ans sans dire un seul mot, et ce n'est pas une soirée de pluie qui allait changer cela. Ce qui a changé, c'est quelque chose de plus silencieux, à l'intérieur. C'était la façon dont tout le monde riait. Pas seulement maman, mais Rachel, Kevin, tante Linda et Carole. La façon dont personne ne m'a regardé après. Et la façon dont maman est passée au toast suivant comme si elle n'avait pas mis une cible dans mon dos. Comme si j'étais un meuble. Comme si j'étais une fonction, pas une personne. J'ai fini mon dîner. Je suis restée jusqu'au dessert. J'ai dit bon anniversaire à ma mère, je l'ai serrée dans mes bras et je suis partie à 20h15. Je suis rentrée chez moi en silence. Ce soir-là, à 21h47, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connectée à tous mes comptes et j'ai commencé. Je me suis d'abord connectée à Venmo et j'ai changé mon mot de passe. Puis elle. Puis PayPal. J'y suis allée dans l'application de ma banque et j'ai supprimé le compte de maman de mes transferts liés.
J'ai changé le mot de passe du compte de livraison de courses partagées. J'ai passé en revue tous les paiements automatiques que j'avais mis en place au cours des 4 dernières années. L'hypothèque, les services publics, l'assurance, les cartes de crédit, et je les ai désactivés. Un par un. Méthodiquement, Vic, j'ai passé en revue une liste de contrôles. Cela m'a pris 43 minutes. Lorsque j'ai eu terminé, j'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis assis sur mon canapé pendant un moment dans le noir. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais plus proche de l'épuisement. Comme si j'avais tenu quelque chose de lourd pendant très longtemps et que j'avais fini par le poser tranquillement. Puis je suis allé me coucher. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, c'était un jeudi. Je me suis réveillé à 6h30, je me suis préparé pour le travail et je me suis rendu au bureau comme n'importe quel autre jour. Je n'ai pas vérifié mon téléphone avant 9h. Il y avait un message de maman. Envoyé à 7h14. Et, tu as payé la facture d'électricité ce mois-ci? J'ai reçu une notification disant qu'elle était en retard. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur mon bureau et je me suis remis au travail. À midi. Il y avait 4 autres messages. Nadia. Bonjour. L'application de livraison de courses dit que la carte a été refusée. Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous m'appeler? Je les ai tous lus pendant ma pause déjeuner. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Pas par cruauté. Parce que je n'avais rien à dire. J'avais pris ma décision. Je l'avais prise calmement, prudemment et en toute connaissance de cause. Je n'avais pas à m'expliquer. À 17h, maman m'avait appelé cette fois. J'ai laissé chaque appel sur ma boîte vocale. Ce soir-là, j'ai dîné dans mon appartement. Des pâtes simples avec des légumes et j'ai regardé la télévision. Vers 20h, j'ai vérifié mon téléphone. 12 appels manqués. 3 messages vocaux. J'ai écouté le premier. La voix de maman, irritée mais pas encore effrayée. Nadia, que se passe-t-il? Le paiement automatique de l'hypothèque n'a pas été effectué. La banque a envoyé une notification. Peux-tu me rappeler? Ça devient ridicule. Je l'ai effacé sans écouter les autres. Vendredi matin. J'étais au travail à 8h. Mon téléphone a bourdonné presque constamment tout au long de la journée. Maman, Rachel, Kevin. Ils m'appelaient tous, ils m'envoyaient tous des textos. J'y jetais un coup d'œil à l'écran de temps en temps, mais je n'ouvrais rien. Ce qui se passait à l'autre bout du fil, je l'ai appris plus tard, morceau par morceau. À 8h23, le paiement automatique de l'hypothèque a été annulé. La banque a envoyé une notification à l'adresse électronique de maman, celle que j'avais créée pour elle il y a 2 ans, et un message sur son téléphone. Le prêt hypothécaire s'élevait à $1450. Les frais de chèque sans provision s'élèvent à $35. Le montant total du s'élevait donc à $1485. À 10h15. Maman a essayé d'utiliser la carte de débit liée au compte que j'avais approvisionné pour faire des courses au magasin situé en bas de la rue. La carte a été refusée. Elle a fait la queue à la caisse avec un chariot plein de nourriture et a dû tout remettre en place. À 11h40, Kevin a essayé de mettre de l'essence dans la voiture de maman. La carte a été refusée à la pompe. À 13h, Rachel m'envoyait des textos en majuscules. Qu'est-ce qui se passe? Maman est en train de paniquer. Je n'ai pas répondu. À la fin du vendredi, maman m'avait appelé 31 fois. 31 fois en une journée. Je le sais parce que j'ai compté plus tard en consultant le journal des appels. Le ton des messages vocaux a changé au fil de la journée. Les premiers étaient agacés. Répare ça, Nadia. Ceux de l'après-midi étaient confus. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le dernier message vocal, laissé à 21h58, est le premier où la voix de maman semble incertaine. Nadia, qu'as-tu fait? Samedi, livre et apprécie le calme de mon appartement. Le calme dont je n'ai jamais pu profiter parce qu'il y avait toujours un appel, toujours une demande, toujours quelque chose à réparer. À 6h47, le chauffage de la maison de maman s'est éteint. Nous sommes en février. Ce matin-là, la température extérieure était de 28 degrés.
À l'intérieur de la maison de maman, sans le chauffage, la température a commencé à baisser presque immédiatement. À 10 heures, il faisait 52 degrés et à midi, 44 degrés dans le salon. Maman m'a appelé à 7 heures, puis à 7h15, puis à 7h30. Rachel a appelé à 8 heures. Kevin a appelé à 8h45, la première fois qu'il m'appelait depuis des semaines, et à 10 heures, les messages étaient différents. Rachel: Nadia, le chauffage est coupé, on gèle ici. Il fait si froid. S'il vous plaît, réparez ça. J'ai lu tous les messages. Je me suis assis avec mon café, je les ai lus et je me suis dit. Pas grand-chose. Une petite douleur aiguë quelque part derrière mes côtes. Est la partie de moi qui aimait encore ma mère, qui se souvenait encore de qui elle était avant que le chagrin ne la transforme en quelqu'un qui prenait et prenait sans jamais lever les yeux pour voir ce que cela coûtait. Mais sous cette douleur, il y avait quelque chose de plus ferme. Quelque chose qui disait, voilà ce que tu as choisi. C'est à cela que ça ressemble. Je n'ai pas répondu. À la fin du samedi, lorsque je suis allée me coucher à 22 heures, maman m'avait appelé 80 fois. 80 fois en 3 jours. Je connais le chiffre exact parce que Rachel me l'a envoyé par SMS à 23 heures dans un message qui disait, maman t'a appelé 80 fois. 80, s'il te plaît, Nadia. Parle-lui. J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormie. Dimanche matin. J'étais en train de préparer le petit déjeuner quand j'ai entendu frapper à ma porte. C'était Rachel. Elle portait un gros manteau et une écharpe. Et son nez était rouge à cause du froid. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi. Lorsque j'ai ouvert la porte, elle est restée là pendant une seconde, me regardant vraiment, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Puis elle est passée devant moi et a pénétré dans mon appartement. C'est un petit appartement. Une chambre, une kitchenette, un salon qui fait office de salle à manger. Les meubles sont simples. Pas d'œuvres d'art sur les murs. Une seule étagère à moitié pleine. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait ma tasse de café, un grille-pain et un bol de pommes. C'est tout. Rachel est entrée lentement. Elle a tourné en rond, prenant tout en compte. Sa bague de fiançailles. Celle dont maman avait fait toute une histoire, celle que j'avais discrètement aidé Marcus à choisir sans qu'il le sache, se reflétait dans la lumière de la fenêtre. C'est ici que tu vis, a-t-elle dit. Tranquillement. Comme si elle s'entendait le dire pour la première fois. J'ai répondu, oui. Tu veux un café? Elle n'a pas répondu. Elle regardait toujours autour d'elle. Le canapé usé. La bibliothèque d'occasion. La petite télévision. Les chaussures bien alignées près de la porte. 2 paires. L'armoire entr'ouverte, montrant une rangée de vêtements simples. Nadia, dit Rachel. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux se remplissent. Depuis combien de temps tu paies pour la maison de maman? Je lui ai servi une tasse de café et la lui ai tendue. Assieds-toi, ai-je dit. Elle s'est assise. Et je lui ai dit. Pas tout. Pas tous les chiffres. Pas chaque facture. Mais suffisamment. Je lui ai parlé de la feuille de calcul. Je lui ai parlé de l'hypothèque, des services publics, des courses et des paiements de la voiture. Je lui ai parlé des pauses de Kevin, des cartes de crédit de maman. Des fleurs de la fête de fiançailles et des invitations de Calgraft. Je lui ai dit le total. 187 000 $, ai-je dit. Sur 4 ans. C'est ce que la banque a confirmé. Rachel est restée longtemps sans rien dire. Elle tenait sa tasse de café à 2 mains et fixait la table. Son visage est passé par plusieurs phases, confusion, incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la honte. Elle ne l'a pas fait. Rachel a commencé. Non, ai-je dit. Elle ne savait pas combien. Ou bien elle ne voulait pas le savoir. D'une façon ou d'une autre. Et tu n'as jamais rien dit? Quand aurais-je dit quelque chose, Rachel? Chaque fois que j'ai essayé, elle m'a fait sentir coupable de demander. Je suis veuve. Je n'ai pas de revenus. Elle a la pension de son père. Il a des économies. Il n'a jamais eu à les utiliser, parce que je couvrais tout. Rachel pose son café. Elle presse ses mains contre son visage. Oh, mon Dieu, a-t-elle murmuré. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. La lumière du matin se déplaçait sur le sol de la cuisine.
Dehors, une voiture passait. Quelque part dans le couloir, le chien d'un voisin a aboyé. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda finalement Rachel. « Rien, ai-je répondu. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Je veux juste qu'elle comprenne ce qui s'est passé. Et je veux qu'elle s'en sorte. » Rachel a hoché lentement la tête. Elle m'a regardé, vraiment regardé, et quelque chose a changé dans son expression. Pas de la pitié. Quelque chose de plus compliqué que cela. « Je suis désolée, » a-t-elle dit. « Je suis vraiment désolée, Nadia. Je n'en avais aucune idée. »« Je sais, » ai-je dit. « C'est une partie du problème. » Le lundi matin, maman a appelé la banque. Elle m'avait appelé tout le week-end, 80 fois le samedi soir, et encore 40 fois le dimanche soir. Je n'avais pas répondu une seule fois. Lundi, désespérée. Elle a donc appelé la banque directement. Elle voulait savoir pourquoi les paiements avaient cessé. Elle voulait savoir ce qui n'allait pas avec le compte. Et la directrice de la banque, une femme nommée Sandra, était professionnelle et calme. Elle a consulté l'historique du compte. Elle a examiné les relevés de transactions. Puis elle a dit à maman exactement ce qu'elle avait vu. Maman, moi. La directrice de la banque a tout raconté à maman, dit Rachel. Sa voix était posée, mais je pouvais entendre quelque chose en dessous. Une sorte de fureur tranquille. Pas contre moi, maman. Chaque virement. Chaque paiement automatique. 5 ans de dossier. Le nom de maman ne figure sur aucun financement. Tout vient de toi. Chaque mois. Je sais, j'ai dit. Maman l'est. Rachel a fait une pause. Elle ne va pas bien. Je le sais aussi. Il y a eu un silence. Elle veut te parler, dit Rachel. Je ne suis pas prêt pour ça, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Non pas parce que j'étais en colère. Même si je l'étais quelque part au fond d'un endroit que je ne m'étais pas permis de regarder depuis longtemps, mais parce que j'avais besoin que maman s'asseye avec ça, qu'elle comprenne vraiment ce qui s'était passé. Pas seulement les chiffres, mais les années, le silence, la solitude d'être la personne sur laquelle tout le monde comptait et que personne ne remerciait jamais. D'accord, dit Rachel. Je comprends. À la fin de la première semaine, les conséquences s'étaient accumulées et maman ne pouvait plus les ignorer, les minimiser ou en rire. Le paiement de l'hypothèque avait été annulé 2 fois. La banque a envoyé une mise en demeure. Et il ne s'agissait pas encore d'un avertissement de saisie, mais presque. Le libellé de la lettre était prudent et précis, et indiquait clairement qu'un non-paiement continu déclencherait l'étape suivante du processus. Le chauffage était coupé depuis 5 jours. Certains avaient appelé une entreprise de réparation le dimanche. Mais lorsqu'elle leur a donné sa carte, elle a été refusée. Elle n'avait pas les $847 nécessaires pour payer la facture de gaz en souffrance et les $200 de frais de reconnexion. Elle a appelé Rachel, qui ne les avait pas non plus. Elle a appelé Kevin, qui avait $60 sur son compte courant. Et la facture d'électricité était en retard de $380. Un avis de coupure avait été envoyé par courrier le mardi. Le paiement de l'assurance automobile n'avait pas été effectué. Une lettre est arrivée mercredi indiquant que la police serait suspendue dans les 10 jours ouvrables si le paiement n'était pas reçu. Les cartes de crédit de maman, dont 2 étaient assorties de paiements minimum que j'effectuais depuis des années, étaient désormais en souffrance. Les frais de retard avaient commencé. La société émettrice de la carte de crédit avait appelé 2 fois. Et la situation à l'épicerie était, selon les mots de maman, un désastre. Sans carte de crédit, sans argent liquide. Sans personne pour couvrir les frais, le réfrigérateur était à sec. Maman avait $2400 dans sa pension, qui avait été déposée le 1er du mois. Mais cet argent devait maintenant tout couvrir. $2400, ce n'est pas grand-chose quand on a l'habitude de dépenser $4000 par mois. Kevin, et c'est tout à son honneur, s'est mis à la recherche d'un emploi à temps partiel. C'était la première fois en 2 ans qu'il faisait quelque chose de ce genre. Rachel avait discrètement commencé à payer de sa poche une partie des courses de maman. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que le réfrigérateur ne soit pas complètement vide. Maman m'appelait tous les jours. Parfois 10 fois par jour. Parfois 20. Les messages vocaux ont évolué. Le mercredi de la première semaine, il ressemblait à ceci. Nadia, s'il te plaît. Je sais que j'ai dit quelque chose de stupide au dîner. Je suis désolée.
Est-ce qu'on peut juste parler? S'il te plaît. Vendredi. Le chauffage est toujours éteint. Il fait si froid dans cette maison. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît, aide-nous. Juste pour cette fois. Je te promets qu'on va s'en sortir. Le lundi suivant, jour 8. Nadia, j'ai parlé à la banque. Je sais combien tu as payé. Je ne savais pas. Je n'avais pas réalisé. Je te jure que je n'avais pas réalisé que c'était autant. S'il te plaît, rappelle-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Définissez vos conditions. Appelez-moi, s'il vous plaît. J'ai écouté tous les messages vocaux, un par un. Et je n'ai pas rappelé point alors que ma famille s'effondrait financièrement, je faisais quelque chose que je n'avais pas fait depuis 4 ans. Je vivais point et la première semaine qui a suivi l'arrêt des paiements. J'ai pris les $3 800 que j'aurais transférés au foyer de ma mère et j'en ai fait quelque chose de différent. J'ai remboursé une partie de mes prêts étudiants. Un paiement que je remettais à plus tard depuis des mois. J'ai mis en place un nouveau transfert automatique vers mon compte d'investissement. J'ai fait mes courses dans le magasin que j'aimais bien, celui où il y avait du bon pain et du poisson frais. J'ai commandé un repas dans un restaurant que je voulais essayer depuis plus d'1 an. C'est un mardi soir que je me suis assise dans ce restaurant, un petit restaurant italien à la lumière tamisée et aux bougies sur chaque table, et que j'ai pris mon repas seul, en savourant chaque bouchée. Le serveur m'a demandé si j'attendais quelqu'un. J'ai répondu par la négative. Y est la souris. M'a apporté un autre verre de vin et n'a pas reposé la question. Je suis restée assise pendant près de 2 heures. J'ai mangé lentement. J'ai goûté à tout. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne me suis pas sentie coupable de dépenser de l'argent pour moi. Car voici la vérité que personne dans ma famille ne comprenait. J'avais payé pour leur vie au détriment de la mienne. Pas seulement sur le plan financier. Les appels constants. Les demandes constantes. L'angoisse constante de savoir que si je ne faisais pas attention, quelque chose se casserait, quelque chose s'éteindrait, quelqu'un aurait des ennuis. Cette angoisse était ancrée dans ma poitrine comme un poids que je portais partout. Au travail, au lit. À l'épicerie. Et maintenant? Il n'y en avait plus. Le silence qui régnait dans mon appartement les premiers jours n'était pas solitaire. Il était paisible. C'était la première vraie paix que je ressentais depuis 4 ans. Rachel est revenue le dimanche suivant. Et le dimanche suivant. Elle n'est pas venue me demander d'arranger les choses. Elle est venue s'asseoir avec moi. Pour parler. Pour comprendre. Je pense qu'à sa manière, elle essayait de rattraper 4 ans d'indifférence. Pas d'un seul coup, mais lentement. Une visite à la fois. Et la deuxième fois qu'elle est venue, elle a apporté une bouteille de vin, nous nous sommes assis sur mon canapé et elle m'a posé des questions. De vraies questions, du genre de celles que personne dans ma famille ne m'avait posées depuis des années. Qu'est-ce que je faisais vraiment au travail? Qu'est-ce qui me plaisait? Étais-je heureuse? Avais-je des amis en dehors du bureau? À quand remonte la dernière fois que j'ai fait quelque chose juste pour moi? Je n'ai pas pu répondre à cette dernière question tout de suite. Je devais y réfléchir. Je lui ai dit la vérité. Sur les promotions. Sur mon salaire. Sur le fait que j'avais vécu dans ce petit appartement non pas parce que je ne pouvais pas m'offrir mieux, mais parce que chaque dollar que je dépensais pour moi semblait être un dollar enlevé à la famille. Je l'avais tellement intériorisé que je n'ai même pas réalisé pendant longtemps à quel point c'était faux. Je pensais que c'était ce que vous faisiez, a dit Rachel en tenant son verre de vin. Pour la famille. J'ai répondu. Mais pas comme ça. Pas une personne qui porte tout alors que tous les autres en profitent et que personne ne dit merci. Ce n'est pas de la famille. C'est juste du travail gratuit avec un sentiment de culpabilité. Rachel est restée silencieuse pendant un long moment. Maman ne comprend pas, dit-elle finalement. Je sais. Elle pense. Elle pense que l'argent apparaît comme ça. Comme il l'a toujours fait. Papa s'en occupait avant, puis toi, et elle n'a jamais eu à se demander d'où il venait. Oui, j'ai dit. C'est exactement ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai bu une gorgée de vin. Maintenant, elle apprend à la fin de la 2e semaine, la situation dans la maison de maman avait imposé des décisions difficiles. Maman avait utilisé l'argent de la pension de papa,
$2400 qu'elle avait épargnés sans y toucher pendant des années, pour couvrir les factures les plus urgentes. Le chauffage a été rétabli. Le prêt hypothécaire a été partiellement remboursé, suffisamment pour retarder l'avertissement formel. Mais ce n'était qu'un pansement. Les $40 000 d'économies qu'elle avait accumulées, l'argent qu'elle n'avait jamais touché parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin, ont été ouverts à contre-cœur pour la première fois. Kevin a trouvé un emploi à temps partiel dans un entrepôt. Il a commencé à payer son essence. Maman s'est assise avec Rachel et, pour la première fois depuis des années, a examiné un budget. Un vrai. Pas la version fantaisiste sur laquelle elle avait vécu, où l'argent se matérialisait chaque fois qu'elle en avait besoin. Les vrais chiffres. Quelles sont les rentrées d'argent? Qu'est-ce qui sortait, qu'est-ce qui restait? Ce n'était pas joli, mais c'était honnête. Maman m'a rappelé un jeudi soir. J'ai laissé sonner. Mais cette fois, la boîte vocale était différente. Nadia, dit-elle. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Plus calme. J'ai parlé à Rachel et à la banque. Puis je me suis assise et j'ai tout regardé. Tout ce que vous avez payé. Depuis 4 ans. Pause. Une longue. Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas combien. Je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais. Je crois que je n'y ai pas pensé du tout. Et c'est pire, n'est-ce pas? Une autre pause. Je suis désolée. Je suis tellement désolée, bébé. Pas seulement pour l'argent. Pour la blague. Pour tout ça. Pour n'avoir jamais demandé comment tu allais. De ne jamais t'avoir dit merci. Tu méritais tellement mieux que ce qu'on t'a donné. Sa voix s'est légèrement brisée sur la dernière phrase. Je sais que tu n'es pas prête à parler, mais quand tu le seras, nous serons là. Selon tes conditions. Tout ce dont tu as besoin. J'ai écouté ce message vocal 3 fois, puis je me suis assis dessus. Je ne l'ai pas rappelé ce soir-là, ni le lendemain matin, mais je ne l'ai pas effacé non plus. Je ne vais pas vous dire que maman et moi avons tout réglé du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. 3 semaines après le dîner d'anniversaire de maman, j'ai accepté de la rencontrer pour un café. Pas chez elle. Dans un endroit neutre. Un petit café près de mon bureau où elle n'était jamais allée. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre et maman avait l'air fatiguée et plus petite, comme si le poids des dernières semaines l'avait physiquement rétrécie. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle n'a pas essayé de me culpabiliser. Elle est restée assise et a écouté pendant que je lui racontais, calmement, tranquillement, ce que les 4 dernières années avaient été pour moi. La solitude. Le stress. Le sentiment d'être invisible tout en étant essentiel. Et la façon dont elle m'avait fait sentir lors de ce dîner, comme si j'étais une blague. Maman a pleuré. Je n'ai pas pleuré. J'avais déjà pleuré il y a des mois, seule dans mon appartement, dans le noir, les soirs où le poids de tout cela devenait trop lourd. Quand j'ai eu fini, maman a hoché la tête. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai besoin que tu t'occupes de tes propres finances, que tu utilises la pension de papa. J'ai besoin que tu t'assoies avec Rachel et que tu fasses un vrai budget. J'ai besoin que Kevin contribue. Et j'ai besoin que tu arrêtes de traiter l'argent comme s'il poussait sur les arbres, ou comme s'il poussait sur moi. Maman acquiesce à nouveau. Et une dernière chose, ai-je dit. N'importe quoi. J'ai besoin que vous ne m'appeliez plus jamais le distributeur automatique de billets de la famille. Pas pour plaisanter. Rien du tout. Parce que ce n'est pas le cas. Je suis ta fille. Et je mérite d'être traitée comme telle. Maman a traversé la table et m'a pris la main. Ses yeux étaient rouges. Sa poigne était serrée. Je sais, dit-elle. Je le sais maintenant. 2 mois se sont écoulés depuis ce dîner. Le ménage de maman fonctionne différemment aujourd'hui. Elle paie elle-même son hypothèque. En temps voulu. Grâce à sa pension et à ses économies. Rachel contribue à l'épicerie et au service public. Kevin paie ses propres dépenses. Le budget est serré et c'est un véritable ajustement, mais c'est honnête. Personne ne se noie. Personne ne fait semblant. Certains m'appellent le dimanche maintenant. Pas 80 fois. Une fois. Nous parlons pendant une 20aine de minutes. Elle me demande comment je vais,
elle me le demande vraiment et elle écoute la réponse. C'est un début. C'est un début. J'ai déménagé dans un nouvel appartement le mois dernier. Une chambre dans un meilleur immeuble, avec de plus grandes fenêtres et une cuisine dans laquelle j'aime vraiment cuisiner. J'ai acheté de nouveaux meubles. J'ai acheté un tableau pour le mur. Quelque chose de lumineux et de chaleureux que j'ai choisi moi-même. Juste parce que je l'aimais bien. Je conduis toujours la Honda Civic. Il faut du temps pour changer certaines habitudes. Mais voici ce que je veux que vous compreniez si vous avez lu jusqu'ici. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait pour punir ma mère. Je ne l'ai pas fait par dépit, par colère ou par vengeance. Je l'ai fait parce que j'ai passé 4 ans à me rapetisser pour que tous les autres membres de ma famille puissent rester à l'aise. Et à un moment donné, à table, un verre de vin à la main, se moquant de moi devant 18 personnes, ma mère m'a accidentellement montré à quel point j'étais devenue petite. J'ai donc cessé d'être petite. Et pour la première fois en 4 ans, j'ai commencé à prendre soin de la personne qui en avait le plus besoin. Moi. I'm sure you feel the same way, huh? Mm-hmm. Good. Mm-hmm.
sleepy.